Alors, bonjour à vous et merci d'être là aujourd'hui en si grand nombre. Ça fait 5 ans que je l'anime et c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans l'assistance, dans les candidates. Donc, c'est vraiment une super belle édition. La diffusion en direct va commencer dans quelques instants, donc je vous invite à fermer vos téléphones ou à les mettre en mode silencieux. Donc, bienvenue à cette finale de ma thèse en 180 secondes de l'UQAM. Je m'appelle Joanie et je suis conseillère en communication à la division des relations avec la presse et événements spéciaux de l'UQAM. Et j'ai bien entendu le plaisir d'animer cette compétition. Merci beaucoup. Je salue les internautes qui nous regardent à distance, comme la compétition est filmée et diffusée en simultané sur Facebook. On m'a même dit tout à l'heure qu'on a des auditeurs et auditrices du Qatar, d'Algérie et de France. Donc, bonjour à vous de l'autre côté de l'océan. On vous êtes à distance, mais on pense à vous. J'en profite pour mentionner que le mot-clic de l'événement est MT180 si jamais vous voulez partager vos réactions ou vos encouragements pour les candidates. Je souligne la présence parmi nous de notre vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion, Christian Agbobli. Avant de vous expliquer le déroulement de la compétition, laissez-moi vous présenter les membres de notre jury 2025. Nous avons Jack Boer, responsable des communications au service des partenariats et du soutien à l'innovation. Stéphane Schex, directrice du Cœur des sciences. David Paquette-Bélanger, doctorant et lauréat du prix du jury 2023. Patrice Potvin, professeur au département de didactique. Et enfin, Martine Turenne, rédactrice en chef de la Conversation Canada et fière diplômée de l'UQAM. Donc, nos jurys sont juste ici à ma gauche. Le concours MT 180 est réservé aux étudiantes et étudiants inscrits au doctorat pour l'année 2024-2025. Il s'agit d'une présentation orale de 180 secondes au cours de laquelle la personne candidate résume sa thèse. Le tout se fait sans support visuel animé ni accessoire. Cette compétition fait partie de la programmation du Printemps de la recherche et de la création, organisée par le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, qui se déroule en ce moment même du 24 au 27 mars. La finale nationale aura lieu le 7 mai pendant le 92e congrès de l'ACFAS à l'École de technologie supérieure de Montréal et regroupera les représentants d'une vingtaine d'universités canadiennes. Aujourd'hui, le jury devra choisir la personne qui représentera l'UQAM à cette finale parmi nos 15 candidates et candidats issus de nos 7 facultés et de l'école. Avant de commencer, voici quelques informations utiles pour les membres du jury et pour vous, les personnes candidates et candidats. Chaque personne débutera sa présentation lorsque mon collègue Gabriel Paprowski derrière déclenchera le chronomètre. Un son se fera entendre. Vous le verrez défiler à l'avant et les personnes candidates le verra défiler juste ici. La personne candidate pourra également choisir de voir un carton ou pas. Mais on en a convenu avant, il n'y a personne qui veut le carton, donc c'est une chose de réglée. Après 3 minutes et 1 seconde, un second tintement retentira. La personne qui n'a pas terminé peut poursuivre sa présentation, mais se disqualifie automatiquement. Si elle choisit de s'arrêter et de rester dans la course, elle perdra des points. Maintenant, voici ce qui est attendu de vous, messieurs, mesdames, les jurys. Vous devrez évaluer les personnes candidates selon 3 principaux critères. Le premier, leur talent d'orateur et leur implication. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne candidate a-t-elle démontré des qualités d'orateur? La voix était-elle claire et assurée? Y avait-il un bon rythme, la fluidité, une gestuelle, une présence sur scène? A-t-elle transmis sa passion pour son sujet d'étude et donne un caractère humain à ses recherches? A-t-elle suscité la curiosité du public pour son sujet? Et a-t-elle fait des liens avec les besoins de la société ou l'actualité? Le deuxième critère important est la vulgarisation. La personne candidate a-t-elle expliqué les concepts ou les idées dans un langage accessible? A-t-elle utilisé l'humour, les figures de style, des exemples pertinents pour illustrer son propos? Et enfin, le troisième critère est la structuration de l'exposé.
La structure de l'exposé et l'enchaînement des idées ont-ils facilité la compréhension du sujet? La personne candidate a-t-elle expliqué clairement les recherches qu'elle mène? Et enfin, les différentes parties de l'exposé étaient-elles équilibrées? Les membres du jury pourront également attribuer quelques points coup de cœur pour souligner un aspect particulièrement exceptionnel d'une présentation. Finalement, tant le public dans la salle que les personnes qui sont en ligne pourront voter pour leur coup de cœur en accédant à l'adresse ucam.ca/mt180. Je vais pouvoir le répéter ensuite. Un formulaire sera disponible jusqu'à 10 minutes après les présentations des personnes candidates pour vous permettre de voter pour le prix du public. Je vous invite donc à y penser au fil des présentations. Sans plus tarder, débutons la compétition par notre première candidate, Valentine Offan. Elle est doctorante en études et pratiques des arts et le titre de sa thèse non vulgarisée est Immerse stellaire. 3, 2, 1. Pensiez-vous pouvoir ressortir vos lunettes d'éclipse? Je suis heureuse de vous annoncer que la réponse est oui. Effectivement, le 29 mars, soit dans même peu 3 jours, à 7 heures du matin, si vous levez les yeux vers le ciel, vous aurez la chance d'observer une éclipse solaire partielle. 86% du soleil va être caché par la lune et un somptueux croissant va alors se dévoiler. Si les éclipses éveillent en nous un sentiment d'émerveillement, qu'en est-il des autres données astronomiques telles les traversées de comètes ou les pluies de météorites? Dans le cadre de ma thèse à l'UQAM, en études et pratiques des arts, je souhaite révéler la sensibilité des données astronomiques. Une thèse en recherche-création dans ce cas est double, un intérêt double. Son interrogation des relations art-sciences et son ouverture sur un champ de possibles encore inexplorés que sont les expériences immersives innovantes. Ma pratique artistique va alimenter ma pratique théorique et vice-versa. Car dans ce type d'installation, nous ne regardons plus simplement des données brutes, mais ressentons et percevons et vivons l'infini. Ma thèse Immerse stellaire va donc être réalisée en collaboration avec le Planétarium de Montréal. Ce musée inspirant d'Espace pour la vie renferme la plus grande collection de météorites au Québec avec ses 534 fragments. Il abrite également 2 théâtres immersifs. Dans ces dômes de projection à 360 degrés sont joués, tout au long de la journée, des films sur la thématique de l'astronomie. Ces films sont réalisés grâce à des professionnels types, donc artistes et scientifiques. Pourtant, il est rare qu'ils collaborent. Ma recherche comblera donc cette lacune en innovant en pluridisciplinarité. Et mon art va alors devenir l'écho de nos origines stellaires. Pour citer l'astrophysicien québécois Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles. Alors si la science explique la vie et l'art rend hommage aux vivants, moi, avec ma créativité, je souhaite révéler une nouvelle manière de regarder le monde qui nous entoure. Sous le dôme, mon public va devenir chasseur de météorites et va pouvoir ainsi rentrer en relation les uns avec les autres, mais également avec l'espace. Il va pouvoir collecter des météorites fictives et ainsi créer une passerelle entre art et astronomie. En transgressant les limites du réel, ma proposition artistique va proposer une pluie de présents alternatifs, subjectifs et imprévisibles. Dans ce type d'installation, ça nous permet d'avoir un accès particulier aux données astronomiques qui des fois peuvent nous paraître assez lointaines et finalement rapprocher autour de l'humain et nous permettre aussi de communiquer les uns avec les autres. Une chorégraphie stellaire va se déployer et j'espère que vous pourrez participer à cette expérience immersive collective que je vais présenter donc à la fin de ma thèse, sachant que c'est une thèse recherche-création, la création a aussi une partie importante. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention par-delà le confin des sphères étoilées. Merci Valentine. Nous allons laisser quelques minutes aux membres du jury pour rédiger leurs commentaires. Donc, nous accueillons notre deuxième candidat, Omba Alban Bassowa, doctorat hors droit, et le titre de sa thèse non vulgarisée, Le régime juridique de l'alerte, approche comparative entre l'ONU, le Canada et l'Afrique de l'Ouest. 3, 2, 1. Quand un crime est commis, les coupables doivent être punis. Pourtant, trop souvent, ce sont ceux qui dénoncent l'injustice qui en payent le prix. Dans le cadre de ma thèse,
Je m'intéresse au régime juridique de l'alerte, autrement dit, à la manière dont le droit encadre la révélation des actes répréhensibles et protège ceux qui dénoncent. Pour mieux comprendre l'enjeu, prenons un exemple concret. Vous travaillez dans un laboratoire pharmaceutique contrôlé par l'État. Un jour, vous découvrez l'impensable. Des tests cliniques sont menés sur des patients vulnérables sans leur consentement. Et vous avez des preuves accablantes. Effets secondaires graves, décès et rapports falsifiés pour masquer la vérité. Bref, tout ce qu'il faut pour un bon scandale. Vous alertez l'administration qui, bien sûr, ne fait absolument rien. Alors, vous décidez de dénoncer publiquement. Mais une question vous hante. Vous vous demandez, que va-t-il m'arriver si je parle? Vous hésitez, puis vous dénoncez. Et là, tout bascule. Menaces, licenciements, harcèlement et poursuites judiciaires. C'est vous qu'on traque, pas les coupables. Non, vous. Quel est votre crime? Avoir dit la vérité. Bienvenue dans la peau des lanceurs d'alerte. Dans de nombreux pays, dénoncer une corruption, une fraude, une atteinte aux droits fondamentaux, c'est bien souvent sacrifier sa carrière, sa liberté, parfois même sa vie. Certains États ont adopté des lois spécifiques visant à protéger les lanceurs d'alerte. Mais ces protections sont-elles réellement efficaces? Oui, bien sûr, efficaces sur le papier. En réalité, elles sont souvent théoriques et incomplètes. Ailleurs, les lanceurs d'alerte ne bénéficient d'aucune reconnaissance juridique. Résultat, une protection inégale sur le plan international et une insécurité juridique persistante. Face à ce constat, ma recherche vise à repenser leur protection. Bien sûr, je ne recherche pas une solution magique. Si elle existait, ça se saurait. Mon objectif est d'identifier ce qui fonctionne réellement dans des contextes variés. Un instrument international uniforme, pourquoi pas? Cela permettrait au moins d'assurer un minimum de cohérence entre les législations nationales. Mais soyons réalistes. Un instrument international n'a jamais empêché les États de faire exactement ce qu'ils veulent. C'est pourquoi j'analyse les défis, mais aussi les opportunités de cette uniformisation en proposant des alternatives en fonction des contraintes sociales, politiques et économiques rencontrées par les États. L'enjeu est crucial. Identifier les meilleures stratégies pour que ceux qui défendent l'intérêt général ne soient plus sacrifiés. Protéger les lanceurs d'alerte, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Aussi est-il temps que la loi, que nos institutions cessent de promettre et commencent par agir. Je vous remercie. Merci Omba Alban. Nous laissons maintenant quelques minutes aux membres du jury pour écrire leurs notes. Nous sommes maintenant prêtes pour notre troisième candidate, Marilyn Bélanger-Bouliga, doctorat en chimie, et le titre de sa thèse non vulgarisée, Nanoparticules métalliques à base de carbène N hétérocyclique pour des applications en nanomédecine et en catalyse. 3, 2, 1. Prenez une balle de tennis dans votre main et divisez sa taille par un facteur de 100. Vous avez maintenant, entre les doigts, un grain de sable. Reprenez ce grain de sable et divisez cette fois sa taille par un facteur de 10 millions. Croyez-le ou non, cher public, vous avez désormais sur le bout de votre doigt une nanoparticule. Et lorsque cette nanoparticule est composée de métal, tel que l'or, l'argent ou le cuivre que vous retrouvez dans vos bijoux, eh bien, vous êtes en présence d'une nanoparticule métallique. Et donc, pour une nanoparticule métallique, en gros, c'est plein de petits atomes de métal qui se regroupent pour former une sphère similaire à une balle de tennis, mais d'une taille infiniment plus petite. Et donc, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces particules invisibles. Eh bien, elles ont des super-pouvoirs, comme les super-héros dans les films de Marvel. Et grâce à leurs super-pouvoirs, ces nanoparticules métalliques travaillent dans l'ombre pour nous aider et nous protéger contre d'éventuelles attaques, comme le font les vrais super-héros. Par exemple, les nanoparticules d'or nous aident à détecter des virus comme la COVID-19. On s'entend que c'est très utile lorsqu'on vit une pandémie. Les nanoparticules d'argent, quant à elles, sont utilisées pour la purification des eaux usées, afin que nous puissions boire de l'eau d'une bonne qualité. Et finalement, les nanoparticules de cuivre sont de très bons fertilisants pour les plantes et permettent donc une meilleure absorption des minéraux, ce qui aide à leur croissance. Et donc, qu'est-ce qu'ont en commun ces trois super-héros que je viens de vous décrire? Eh bien, ils ont, comme tous les super-héros qui se respectent, ils se doivent de porter une armure qui les protège contre d'éventuelles attaques.
Non seulement cette armure va les protéger physiquement contre l'air ambiant, la chaleur, le froid ou bien la lumière, qui sont leurs ennemis jurés, eh bien, elles vont aussi les aider à conserver leur super pouvoir. Donc, cette armure est nécessaire pour nos nanoparticules, car sans elle, elles seraient vulnérables face à leurs ennemis, risqueraient d'être blessées ou de perdre leur super pouvoir et deviendraient donc désuètes pour nous. Et donc, à quoi correspond cette armure? Eh bien, ce sont de petites molécules qu'on vient attacher à la surface des nanoparticules et qui les recouvrent entièrement, un peu comme le fait l'armure de Iron Man ou bien la cape de Doctor Strange. Et si on choisit minutieusement ces molécules, on peut même venir augmenter la force de nos super-héros. Et donc, mon rôle dans cette histoire, c'est un peu d'être la forgeronne du village et fabriquer ces armures. Grâce à mes talents de chercheuse, j'ai réussi à développer un type d'armure indestructible, autant indestructible que le bouclier de Captain America. De plus, j'ai réussi à prouver que mes armures sont nettement plus performantes que celles qu'on retrouve dans la littérature. De plus, en modifiant davantage mes armures, j'ai pu attribuer des super-pouvoirs supplémentaires à mes super-héros. Merci Marilyn. Maintenant, à vous, membres du jury, d'écrire vos notes. J'invite le 4e candidat, Thomas Charpentier, doctorat en biologie, et le titre de sa thèse non vulgarisée est « Étude de la plasticité et coexistence des traits mixotrophes au sein des communautés planctoniques lacustres ». 3, 2, 1... Le mois de juin se rapproche avec ses belles températures. Vous aurez bientôt la chance de vous rafraîchir dans un lac. Mais savez-vous qu'en vous y baignant, vous nagerez parmi plein d'algues carnivores invisibles à l'œil nu? Imaginons que j'ai la faculté de vous réduire 20 000 fois. Eh bien, vous ferez la taille de l'épaisseur de vos cheveux, si vous avez la chance d'en avoir encore, soit moins de 0,1 mm. Eh bien, sachez qu'il existe des algues 5 fois plus petites que cela en suspension dans l'eau. Ces algues font partie d'une catégorie de plancton que l'on nomme phytoplancton. Et ce phytoplancton se développe comme les plantes terrestres grâce à la photosynthèse. Et grâce à lui, c'est la moitié de l'oxygène sur Terre qui est produite. Et comme il est à la base de la chaîne alimentaire, on pensait que le phytoplancton était une sorte de pelouse microscopique que d'autres planctons auraient plaisir à brouter. Mais des chercheurs ont analysé cette pelouse et ont vu que des espèces étaient capables, elles aussi, de consommer d'autres êtres vivants. Ces espèces sont regroupées sous le nom de myxoplancton. Et ce sont donc ces fameuses algues carnivores microscopiques que j'étudie durant ma thèse. Mais alors, pourquoi on les étudie? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un groupe qui n'est pas inhabituel chez le phytoplancton et on le retrouve dans de nombreuses conditions. Par exemple, il n'y a pas assez de lumière ou trop peu de nutriments. Eh bien, c'est pas grave car le myxoplancton peut se développer en consommant des bactéries. Grâce à cela, il résiste mieux aux perturbations de son milieu et pourrait l'être tout autant face aux changements climatiques. Cependant, nos connaissances sont assez limitées concernant son rôle et son comportement. Et de plus, les chercheurs étudient plus spécifiquement le myxoplancton en milieu marin, au détriment du myxoplancton présent dans les lacs. Alors, pour le mettre en lumière, j'ai fait plusieurs études au sein d'un lac. Donc, pour comprendre la répartition du myxoplancton dans l'espace et le temps, je l'ai analysé à différentes profondeurs sur toute une année. Et j'ai aussi déplacé un groupe de phytoplancton d'une profondeur à une autre pour déterminer si le myxoplancton présent est capable de s'adapter rapidement à ce changement de conditions. Mais alors, comment je fais pour déterminer si le phytoplancton a du myxoplancton? Eh bien, je l'étudie sous un microscope à fluorescence. Pourquoi? Eh bien, parce que le phytoplancton a une fluorescence naturelle rouge grâce aux pigments lui permettant de faire la photosynthèse. Pour être sûr qu'il s'agisse bien de cellules vivantes, je colore son ADN avec un marqueur fluorescent bleu. Et pour vérifier s'il a consommé des bactéries, je colore ces dernières avec un marqueur fluorescent vert. Le myxoplancton est donc la cellule qui a le plus de style. Donc, quel que soit le lac dans lequel vous irez vous baigner cet été, vous nagerez forcément en compagnie d'algues carnivores microscopiques. Je vous remercie.
Merci, Thomas. À vous, membres du jury. Accueillons maintenant notre 5e candidate, Marie Dottavio, doctorat en biologie. Le titre de sa thèse non vulgarisée, le parasitoïde Trichomalus perfectus, influence du contexte spatial et résistance au froid en vue de lâcher contre le charançon de la silique dans le canola. 3, 2, 1. Bonjour. Dans mon enfance, j'ai été fascinée par les abeilles, ces merveilleuses pollinisatrices, si bien que je voulais être apicultrice. En grandissant, j'ai appris qu'il existe d'autres groupes d'insectes qui pollinisent et qui ont également d'autres missions. Par exemple, il y a le groupe des coléoptères qui comprend les coccinelles, ces fameuses prédatrices de pucerons. Tout petits qu'ils soient, ces pucerons aspirent la sève de vos plantes de jardin, ce qui fait d'eux des insectes ravageurs, comme le vilain charançon de la silique, représentant de mon projet de doctorat et cousin éloigné des coccinelles. Les larves causent des dommages aux cultures de canola en dévorant les grains des siliques, les fruits. Repues, elles mâchent un trou dans la paroi de la silique, puis finissent leur développement à l'extérieur. Si dans un champ, les dommages dépassent 25% de silique troué, les insecticides sont encore beaucoup pulvérisés. On veut éviter cela, car ces substances chimiques polluent l'environnement, toute une biodiversité et affectent la santé humaine. C'est là qu'entre en scène, dans mon projet de doctorat, Trichomalus perfectus, ou l'agent perfect, US pour les intimes, du groupe des hyménoptères comme les abeilles. Quelle est sa mission favorite selon vous? Polliniser? Prédater? Eh bien non, parasiter la vilaine larve du charançon, car c'est une guêpe parasitoïde d'environ 2 mm qui pond sur cette larve, finissant par mourir. L'agent perfectus est un agent de lutte biologique, comme les coccinelles, très efficace en Europe pour contrôler le vilain charançon. Au Canada, bien qu'il ait été découvert en Ontario et au Québec en 2009, il est absent des prairies canadiennes, cultivant plus de 90% du canola. Mon projet de doctorat vise à déterminer si l'on pourrait introduire l'agent perfectus dans les prairies pour contrôler le vilain charançon. Pour cela, il faut s'assurer qu'il ne perturbe pas l'écosystème et puisse y survivre. Ainsi, j'ai analysé l'influence du paysage agricole sur ce parasitoïde au Québec grâce à des modèles statistiques. J'ai également vérifié comment optimiser sa collecte, puis sa conservation en laboratoire, afin d'avoir la plus grande armée d'agents perfectus à lâcher dans le canola. Enfin, j'ai comparé sa résistance au froid à celle du vilain charançon. Les résultats liés à ce dernier aspect sont très intéressants, car l'agent perfectus est plus résistant au froid que le vilain charançon. Celui-ci survit à moins 17 degrés, alors que l'agent perfectus survit à moins 19 degrés. Le charançon étant déjà installé dans les prairies, et les hivers y étant en moyenne plus froids que ceux de l'Est, l'introduction de l'agent perfectus permettrait à sa population de mieux survivre que celle du vilain charançon, et, à terme, de le contrôler efficacement. L'ensemble des résultats de mon projet de doctorat montre la faisabilité de l'introduction de l'agent perfectus dans les prairies et dans les régions où il est moins présent. Alors, dites à vos amis producteurs des prairies, l'agent perfectus arrive à la rescousse. Merci, Marie. À vous, membres du jury. Nous sommes prêts pour notre 6e candidate, Anne-Suzanne Yolande Eyobo-Lassun, doctorat en droit. Et le titre de sa thèse non vulgarisée, Le patrimoine culturel immatériel, de la conception à la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2003, étude comparée des cas français, camerounais et canadiens. 3, 2, 1... Imaginez-vous invité à un festin. Ça tombe bien, il est plus de midi. Et à ce festin, vous sont servis des mets et plats venus du monde entier, des 4 coins du monde. Une véritable balade culinaire, un tour du monde des saveurs. Et si je vous dis que parmi l'un de ces plats se trouve un plat venu de chez moi, au Cameroun, il s'agit du ndolé. Le ndolé, c'est bien plus qu'un plat. C'est le ciment qui lie les membres de ma communauté. D'ailleurs, il m'a été transmis par ma mère, qui l'a hérité de ma grand-mère. Et depuis des années, dans ma communauté, des générations et des générations se transmettent ce savoir-faire, ce
cet art culinaire traditionnel. D'ailleurs, je suis contente de savoir qu'un jour, je le transmettrai également à mes enfants. Cependant, j'ai une crainte, celle de savoir qu'en vivant à l'étranger, mes descendants ne soient pas en mesure de transmettre ce savoir-faire traditionnel. Je ne suis pas la seule à avoir cette crainte. Nous sommes nombreux à avoir la crainte de savoir que nos savoir-faire traditionnels et nos arts culinaires et même nos langues ne soient pas transmis à des générations plus tard. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. L'UNESCO a pensé à nous. L'UNESCO a entendu nos craintes. D'ailleurs, un texte de droit a été mis sur pied par l'UNESCO en 2003 et ce texte de droit permet de promouvoir, sensibiliser et protéger les savoir-faire traditionnels tels que le ndolé. Et à ce jour, à travers les inscriptions aux listes, puisque c'est le moyen de protection que l'UNESCO a mis sur pied pour ces savoir-faire traditionnels, plus de 293 pratiques, savoir-faire traditionnels et éléments sont inscrits à la liste, du moins aux 3 listes de l'UNESCO. D'ailleurs, certains États ayant des communautés sur leur territoire qui pratiquent ces savoir-faire en commun avec d'autres États ont la possibilité de faire des inscriptions collectives. On dit d'elles que ce sont des inscriptions multinationales. Alors, à ce jour, certains États ont réussi à inscrire plusieurs pratiques de ces communautés sur leur territoire aux listes de l'UNESCO. C'est la raison pour laquelle l'un des objectifs de ma thèse est d'examiner la participation des diasporas aux inscriptions collectives aux listes de la sauvegarde du patrimoine culturel de l'UNESCO. Je vous remercie. Merci Anne-Suzanne. Notre 7e candidate est Souad Ramram, doctorat en sociologie. Le titre de sa thèse non vulgarisée, le phénomène du plafond de verre et les inégalités de carrière dans l'enseignement supérieur en Algérie, une analyse des trajectoires professionnelles des femmes cadres. Bonjour. 3, 2, 1. Bonjour. Imaginez-vous un monde professionnel où votre avenir ne dépend pas à vos compétences, mais à votre genre. Révoltant, n'est-ce pas? Pourtant, cette inégalité persiste encore aujourd'hui, notamment dans l'enseignement supérieur. Au XIXe siècle, George Sand illustre ce paradoxe dans Gabriel. Avez-vous entendu Gabriel, un jeune noble élevé comme un garçon par son grand-père qui révise qu'une femme hérite de son nom, grandit dans l'illusion d'être un homme. Elle découvre que son destin est décrit par son genre et non par ses capacités. Elle rêve qu'ils sont dans un rêve, elle Vous pouvez continuer. Voulez-vous continuer ou arrêter? Arrêtez. OK. Merci. Merci, Souad. Je tiens juste à souligner que c'est la première fois que Souad faisait une présentation en français. Donc, voilà. Donc, on va poursuivre avec notre 8e candidate, Sarah Jane McKinley, doctorat en éducation, et le titre de sa thèse non vulgarisée, La division du travail des personnages féminins et masculins dans les albums jeunesse en maternelle 4 ans. 3, 2, 1. Je vous invite à réfléchir au métier que vous pratiquez actuellement. Pourquoi vous l'avez choisi? Est-ce que vous aviez d'autres options? En aviez-vous beaucoup? Je vous invite à considérer les aspirations professionnelles comme des items sur un menu. Il y a des gens qui vont avoir accès à un grand menu avec beaucoup de choix, puis il y a des gens, au contraire, qui vont avoir accès à un menu qui est plus restreint. Il
il y a 2 facteurs principaux qui dictent la grandeur du menu auquel on a accès. Premièrement, il y a le facteur socio-économique. En effet, les gens de milieux favorisés vont avoir accès à un plus grand menu étant donné la relation qui existe entre la réussite éducative et le statut socio-économique. Ensuite, on a le facteur du genre. Le facteur du genre, ça se manifeste entre autres à travers un processus qu'on appelle la socialisation différenciée. Qu'est-ce que c'est la socialisation différenciée? Bien, c'est entre autres un accès différent aux expériences en fonction de notre genre. Par exemple, on encourage des jeux qui sont différents pour les petites filles et les petits garçons. Pour les petites filles, on va encourager des jeux qui sont plus relationnels, jouer à la maison, jouer au papa-maman, jouer à la poupée. Tandis que pour les garçons, on va encourager des jeux qui sont plus près de la construction. Puis plus tard, ça va avoir des effets sur, justement, leurs aspirations professionnelles. Pour les petites filles, ça va encourager des carrières qui sont plus près de l'enseignement et des soins aux enfants. Puis pour les garçons, bien, des aspirations professionnelles qui sont plus près des sciences et des technologies. Donc, si on revient au menu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent choisir le hot chicken. Mais celle qui a choisi à travers un menu qui est plus grand et varié, on peut supposer que c'est un choix qui reflète plus ses intérêts personnels que la personne qui a été contrainte de choisir dans un menu qui est plus restreint. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, je m'intéresse justement à la variété des modèles professionnels qui sont proposés aux enfants de maternelle en milieu défavorisé à travers la littérature jeunesse. Pour ce faire, j'ai analysé 217 albums jeunesse qui contenaient à peu près 500 personnages, puis ça a été tiré dans 30 classes de maternelle 4 ans à travers le Québec en milieu défavorisé. J'ai pris les 500 métiers, les 500 personnages, et je les ai divisés, je vous le jure, en 10 domaines professionnels différents. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les personnages masculins sont surreprésentés dans une majorité des domaines professionnels. Il y a un seul domaine où les personnages féminins sont surreprésentés, c'est l'enseignement et soins aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants de maternelle? Bien, ça veut dire que les petits garçons ne peuvent pas se voir représentés en enseignement et en soins aux enfants, comme éducateurs en garderie, comme enseignants. Puis les petites filles ne peuvent pas se voir représentées dans une diversité de modèles professionnels, dont en sciences et technologies. Le but de ma thèse, c'est vraiment d'amener à une prise de conscience chez les personnes enseignantes, parce que quoique elles ne peuvent pas changer le statut socio-économique des enfants dans leur classe, elles peuvent avoir un effet sur et limiter la socialisation différenciée. Merci, Sarah-Jane. À vous, membres du jury. Alors, notre 9e candidate, elle est déjà prête. Jessica Ouellette, doctorat en administration. Le titre de sa thèse non vulgarisée, La théorie de l'autodétermination et la taxation progressive, un pas vers la réduction des inégalités économiques. Alors, 3, 2, 1. Le bien-être. Pendant 3 minutes, je vais vous amener à vivre émotionnellement ce à quoi pourrait ressembler une société non pas égalitaire, mais équitable où tout le monde paie ses impôts. Regardez à gauche, regardez à droite. Pensez à vos parents, à vos enfants, à vos amis. Quand vous payez des impôts, c'est à leur bien-être que vous contribuez. Les écarts d'inégalité ont atteint des sommets historiques, des sommets retrouvés à l'aube de la chute de l'Empire romain, à l'aube de la chute de la Révolution française. S'il est très facile de constater les effets pernicieux des écarts d'inégalité dans notre quotidien, il est toutefois beaucoup plus difficile de savoir comment individuellement et collectivement contribuer à réduire ces écarts d'inégalité. Mon projet de thèse s'inscrit directement dans la résolution de cet enjeu. Je travaille avec une théorie de la motivation humaine, supportée par plus de 40 ans de recherche dans une centaine de pays, qui nous explique que les humains ont 3 besoins: l'autonomie, la motivation, la filiation. Lorsque ces 3 besoins sont satisfaits, c'est des nutriments pour le corps aussi importants que le sang au cœur, l'oxygène aux poumons, les neurones au cerveau. Les 3 besoins satisfaits conduisent à un niveau de bien-être individuel et collectif qui s'accroît lorsqu'ils sont, bien évidemment, mis de l'avant, et c'est ce que je propose à travers le paiement des impôts. À l'inverse, ces 3 besoins frustrés conduisent au mal-être. Pensez à l'air autour de vous, l'air ambiant. Si l'oxygène se fait rare, votre niveau de bien-être s'en trouvera négativement affecté. Si l'air est pollué, si l'air, au contraire, est positif et la qualité est excellente, le niveau de bien-être collectif s'en verra grandement amélioré.
Mes projets de thèse au regard de l'impôt démontrent exactement la même chose. Lorsque les 3 besoins sont satisfaits à travers le paiement des impôts, autonomie, compétences, affiliation, le niveau de bien-être et la motivation à adopter des comportements prosociaux s'en voient positivement affectés. La théorie de l'autodétermination avec laquelle je travaille nous permet également de positionner que les sociétés les plus en santé, les plus heureuses, ne sont pas celles où il n'y a pas d'inégalité. Au contraire, ce sont celles où le niveau d'inégalité est perçu comme équitable, où les politiques publiques sont perçues comme suffisamment justes pour permettre, vous l'aurez deviné, la satisfaction des 3 besoins. Autrement dit, payer des impôts, c'est un peu comme une forme d'amour inconditionnel. C'est la veine qui transporte les ressources individuelles vers la résolution des enjeux collectifs. C'est ce qui nous permet, collectivement, de réconcilier à la meilleure façon que l'on puisse le cœur et la raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Alors, nous sommes prêts pour notre 10e candidat, Alexis Paquin, doctorat en chimie. Et le titre de sa thèse, « Développement d'inhibiteurs de la méthyltransférase 3A de l'ADN par criblage virtuel assisté par intelligence artificielle. » 3, 2, 1. L'ADN est la molécule la plus imposante du corps humain. Saviez-vous que si on prenait l'ADN contenu dans l'une seule de nos cellules et qu'on la déroule, on pourrait avoir un ruban qui fait jusqu'à 2 mètres de hauteur? C'est donc naturel que l'ADN doit être compacté pour s'adapter à la taille de nos cellules. L'une des biomolécules qui permet de faire ça, c'est l'enzyme méthyltransférase 3A de l'ADN. Mais on peut l'appeler Ginette. Le rôle de Ginette, c'est de tricoter l'ADN. Mais ce qu'on observe, c'est que dans certains cancers du sang, Ginette, elle va faire du zèle. En fait, elle va tricoter l'ADN d'une façon très, très serrée, et cette dernière va s'enrouler, à l'image de certains coquillages, dans une forme surcompactée. Et c'est cette surcompaction de l'ADN qui mène à des dérèglements cellulaires et à la croissance des cancers. Le but de mon projet, c'est de calmer Ginette. En fait, je m'intéresse à la conception de bloqueurs de la méthyltransférase 3A qui vont permettre de venir détendre la structure de l'ADN et de restaurer la santé des cellules. Malheureusement, les méthodes classiques de développement de médicaments montrent de très faibles taux de succès dans le développement de bloqueurs de la méthyltransférase 3A, si bien qu'en 2025, il n'existe toujours pas de bloqueur spécifique de cette enzyme. Afin de pallier aux difficultés rencontrées par les approches classiques, nos collaborateurs ont procédé à des simulations informatiques assistées par intelligence artificielle. Après des semaines de calcul, ils ont pu proposer 67 molécules, pour la plupart jusqu'ici inconnues, qui pourraient agir comme bloqueurs potentiels de la méthyltransférase 3A. Ils ont synthétisé les 67 molécules avant de les soumettre à des essais in vitro. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, certaines des molécules pouvaient détendre la structure de l'ADN. Et c'est là que j'entre en jeu. Je me suis intéressé à la meilleure molécule qui avait été générée par l'IA et j'ai entrepris de l'améliorer. Pour faire ça, j'ai fait ce qu'on appelle une étude de relation structure-activité. Imaginez que notre bloqueur découvert par IA est une clé et que la méthyltransférase 3A est une serrure. Ce qu'on veut, c'est que notre clé soit la mieux taillée possible pour pouvoir s'adapter à la serrure. Pour tailler une molécule, il faut enlever des fragments moléculaires à gauche, en rajouter à droite, et y aller comme ça, par tâtonnement, jusqu'à obtenir une clé parfaitement taillée. C'est au cours de cette étude que j'ai développé la molécule AMP226, une molécule qui est 2 fois plus performante que le meilleur bloqueur de méthyltransférase 3A qui avait été découvert par l'IA. La prochaine étape de mon projet va être de tester cette molécule dans les cellules du cancer du sang humain, et j'ai confiance que les résultats que j'ai acquis au cours de mon doctorat vont permettre de démêler les problèmes liés au cancer du sang en démêlant l'ADN, en aidant Ginette à mieux tricoter. Merci tout le monde. Merci, Alexis. Notre 11e candidate est prête. Il s'agit de Maria Riccardi, doctorat en psychologie, et le titre de sa thèse, « Implantation et évaluation d'un programme d'intervention de groupe axé sur la création dans un contexte scolaire, mettre en image l'identité narrative de la première génération adolescente immigrante. » 3, 2, 1.
Ici et ailleurs, je dansais dans un champ de maïs, entre les épis qui m'espionnaient et mes grands-parents qui me levaient. J'étais assez jeune pour saisir la beauté de l'instant. Mes grands-parents labouraient la terre sur le flanc de la montagne. Et sur le chemin escarpé, mon grand-père et moi prenons le temps de plier le rebord de nos pantalons. Le reflet du soleil sur les mains de mes ancêtres reste gravé dans ma mémoire. Je transformais les épis de maïs en poupées, aux cheveux filants et aux barbes grêles, en tressant dans leurs crinières filiformes des filaments pour leur donner vie et en faire des bestioles fabuleuses, mi-humaines, mi-légendaires. De l'Italie au Canada, ces polichinelles ont traversé mes saisons. Et lorsque le soleil était à son zénith, mes grands-parents et moi redescendions la montagne. Sur le chemin du retour, nous prenons le temps de déplier le rebord de nos pantalons. Des milliers de petits filaments dorés s'affalaient sur le sol. Dans ces paysages narratifs, les épis de maïs sont devenus des repères, des bornes, pour sécuriser le passage de l'enfance à l'adolescence. Ces souvenirs m'ont poussé à vouloir comprendre le parcours migratoire de la première génération immigrante en classe d'accueil à travers des ateliers d'art-thérapie. Quitter son pays pour se reconstruire demande du courage. Chaque année, en moyenne, 50 000 personnes migrantes, réfugiées, demandeuses d'asile sont admises au Québec. Un quart de la population des jeunes en classe scolaire sont immigrantes. Ces jeunes ont été exposés à des traumatismes, guerre, violence, séparation. Ici, ils doivent faire face au déracinement et à l'acculturation. Mais j'ai invité un groupe de jeunes à mettre leur voix en images. À travers des ateliers, j'ai réussi à les regarder faire leur parcours d'une façon féminologique. Les récits de leur histoire révèlent que les images créées ont fait émerger des réminiscences, mais aussi des émotions plus sombres. Les ateliers ont agi comme une halte. Cette nostalgie est en partie attribuable aux paysages qu'ils ont croisés, images dans lesquelles ils ont eu l'occasion de s'immobiliser pour contempler leur parcours. Luna, jeune haïtienne, raconte qu'elle s'est dépêchée à travers ses nombreuses escales et qu'elle n'a jamais eu le temps de s'arrêter. Elle s'est sentie perdue, pas à sa place. Elle a traversé 4 pays en 4 mois. En 4 ans, je m'excuse. C'est tellement difficile pour elle. Donc, son côté m'a amenée à vouloir comprendre ses créations. Pour Luna et pour les jeunes de sa classe, tout comme les épis de maïs de mon enfance, la création devient un véritable pont entre l'ici et l'ailleurs, où le temps est suspendu et peut être redéfini. Merci, Maria. Nous sommes prêtes pour la 12e candidate, Camille Roch, et le titre, doctorat en chimie, pardon, et le titre de sa thèse, Synthèse asymétrique du voglibose, un inhibiteur d'alpha-glucosidase. 3, 2, 1. Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré ou trop salé. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur pourquoi il ne faut pas manger trop sucré. Pourquoi il faut éviter de manger 5 paquets de bonbons par jour, par exemple. Eh bien tout d'abord, et vous le savez déjà, car il y a des risques d'obésité. Mais savez-vous que cela peut être bien plus grave? En effet, cela va également conduire au développement de différentes pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension ou encore le diabète. Et aujourd'hui, on va regarder un peu plus en détail le diabète. Le diabète, aujourd'hui, malheureusement, il s'agit de la 6e maladie la plus mortelle dans le monde, comptabilisant au total, en 2023, 540 millions de personnes atteintes. Pour vous faire une idée, cela correspond environ à 60 fois la population du Québec. Mais alors, le diabète, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une maladie qui se traduit principalement par de l'hyperglycémie, c'est-à-dire un surplus de sucre dans le sang. Pour compenser cet excès, l'organisme va produire davantage d'insuline, une hormone pancréatique chargée de transformer le sucre que l'on mange en énergie. Mais le problème, c'est qu'à répétition, le pancréas se fatigue et n'arrive plus à produire suffisamment d'insuline, ce qui va alors créer une accumulation de sucre dans le sang.
première solution, venir effectuer des piqûres d'insuline quotidiennes permettant de compenser ce manque. Deuxième solution possible, intervenir avant la production d'insuline, avant même que le sucre n'arrive dans le sang. Et c'est là qu'entre en jeu mon projet de recherche, combattre le sucre par le sucre. Lorsque nous mangeons, nous avalons des glucides qui peuvent être assimilés à des trains de sucre, là où chaque wagon va représenter un sucre. Ensuite, afin de pénétrer dans le sang, il faut venir détacher ces différents wagons pour qu'ils puissent traverser la paroi intestinale individuellement. C'est là qu'interviennent les GAR, appelées enzymes alpha-glucosidase. Ces dernières vont venir rompre les liaisons entre les wagons pour venir permettre la diffusion des sucres dans le sang. Mon rôle au sein de ce grand projet ferroviaire est de proposer une synthèse asymétrique d'un carbasucre particulier. Mais qu'est-ce que c'est les carbasucres? Eh bien, il s'agit de sucres qui vont venir remplacer les sucres classiques, donc nos trains de sucre, en s'arrêtant en gare avant nos trains de sucre qui, eux, finiront par être éliminés par l'organisme. Donc moi, mon rôle, ça va être de venir proposer une synthèse de mon carbasucre qui permet de venir stopper ces trains de sucre. Ainsi, en proposant une construction rapide de mon wagon inhibiteur à partir de matières premières peu coûteuses et disponibles, je fais un premier pas vers le développement d'un traitement pour le diabète de type 2. Merci. Merci Camille. Vous êtes prêts, messieurs, mesdames les jurys? Parfait. Donc, notre 13e candidat, Alexandre Saint-Vincent-Villeneuve, doctorat en informatique. Et le titre de sa thèse non vulgarisée, « Optimisation de l'intelligence artificielle pour la détection du cancer. » Pardon. Excuse-moi. Variabilité entre les catégories de cancer dans la précision diagnostique. 3, 2, 1... Bonjour à tous. Quel immense plaisir de pouvoir vous présenter mes travaux de recherche aujourd'hui. Vous savez, la science, c'est quelque chose de formidable parce qu'on peut faire parfois de grandes découvertes et parfois c'est aussi par hasard. Et c'est un peu mon histoire aujourd'hui que je vais vous raconter. Moi, je suis en intelligence artificielle et je travaille avec les algorithmes de recherche, plus précisément des réseaux de neurones. Ce que c'est les réseaux de neurones, en fait, c'est inspiré du fonctionnement humain. Et c'est mis dans la machine pour apprendre, mais aussi pour exécuter des tâches, différentes tâches que les humains peuvent faire. Pour entraîner l'algorithme, il faut absolument une base de données, et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur une base de données d'imagerie médicale, le cancer du sein. Après différents essais, pour savoir si oui ou non mon algorithme était capable de diagnostiquer un cancer du sein sur les imageries médicales, j'ai obtenu 98,25% d'exactitude. Ce que ça veut dire, c'est que si je lui donne une nouvelle image d'une mammographie, il va pouvoir dire si oui ou non il y a un cancer du sein à la hauteur de 98,25%. Wow! Mais j'ai eu envie de poursuivre. Je me suis intéressé au cancer du sein et je vais vous le dire tout de suite, c'est une catastrophe. Une femme sur 8 va être diagnostiquée au courant de sa vie. 1 sur 36 va mourir. Au moment où on se parle, c'est 15 femmes qui vont mourir aujourd'hui du cancer du sein au Canada. Demain, c'est 15 femmes. Par contre, il y a de l'espoir. Si c'est détecté de façon précoce, il y a 99% de chances de survie 0,5 ans. Et la recommandation en vigueur, ce sont les femmes de 40 à 74 ans qui devraient avoir accès au dépistage. Donc, la solution, ce n'est pas en chimiothérapie, mais c'est bien avant, c'est en prévention. Et moi, je suis un étudiant, mais je suis aussi inventeur. J'ai développé un prototype de détection du cancer du sein à domicile. Grâce à l'ultrason, on est capable d'avoir une image à l'intérieur qui va être transposée sur votre téléphone cellulaire. Et grâce à mon algorithme, on va pouvoir dire si oui ou non vous avez un cancer du sein. Et si vous avez un cancer du sein, rapidement, vous allez pouvoir aller à l'hôpital avant qu'il soit trop tard. C'est incroyable parce que mon travail de recherche va pouvoir sauver des millions de vies à travers le monde. Parce qu'actuellement, au Québec, on a un problème. C'est seulement les femmes de 50 à 74 ans qui ont accès au dépistage public gratuit. Ça veut dire que la femme de 45 ans, monoparentale avec 3 enfants, qui n'est pas capable de manger à la fin du mois, elle ne va pas pouvoir se payer ce dépistage-là. Mais grâce à ça, grâce à l'innovation, ça va pouvoir complètement changer sa vie parce que moi, je veux que le dispositif soit accessible à tous en tout temps.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute parce que grâce à la recherche, on peut faire une société forte et innovante. Merci. Merci, Alexandre. Alors, on est prêt pour notre 14e candidat, Moustapha Thiam, doctorat en économique, et le titre de sa thèse « Changement climatique et politique de réduction des pesticides dans l'agriculture ». 3, 2, 1. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une discussion entre un agriculteur, un économiste et un décideur public. L'agriculteur prend la parole en premier en disant « Je suis un agriculteur québécois. Notre secteur représente près de 7% de l'ensemble des richesses créées à l'intérieur du Canada, fournissant un emploi sur 9. Mais avec l'augmentation de la population, de la demande alimentaire, il est nécessaire de répondre à cela. C'est pourquoi nous utilisons des pesticides pour lutter contre les ravageurs, des fertilisants pour accroître nos rendements. » Et là, le décideur public lui dit « Monsieur l'agriculteur, c'est bien louable de vouloir répondre à cette demande, mais il faut savoir que l'utilisation des pesticides a des impacts négatifs sur votre santé en tant qu'agriculteur, mais aussi sur l'environnement. Alors, depuis 2020, nous avons mis en place un plan d'agriculture durable dont l'un des objectifs est de réduire l'utilisation des pesticides. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'économiste? Alors, en tant qu'économiste, pour évaluer cette politique, je vais mettre en place une taxation qui sera alignée sur les objectifs du plan d'agriculture durable. Un tel scénario va réduire le revenu de ces agriculteurs, ça va réduire la consommation des ménages, les exportations, mais ça va augmenter les importations à cause de l'augmentation des prix locaux. Mais aussi, ce scénario-là, on va constater qu'il y aura une baisse de compétitivité de ces agriculteurs-là par rapport à leurs homologues dans d'autres provinces ou dans d'autres pays qui ne subissent pas une telle politique. Et là, le décideur public me dit « Ok, merci beaucoup », mais des politiques de réduction des pesticides ont été instaurées en France et elles peinent aussi à atteindre les objectifs. Est-ce que vous avez une explication, monsieur l'économiste? Et là, je le dirais, l'une des explications serait le changement climatique. Avec des températures de plus en plus chaudes, des précipitations de plus en plus élevées, cela accroît la prolifération des ravageurs et les agriculteurs vont vouloir s'adapter en augmentant l'utilisation des pesticides et ça va nuire à l'efficacité des politiques de réduction des pesticides. Et là, le décideur public me dira aussi « Merci beaucoup de vos travaux ». Et là, il va me poser la question au vu des grèves des agriculteurs dans l'Union européenne. Vous avez tous entendu ces grèves-là. Alors, mettre en place une politique qui va réduire le revenu de ces agriculteurs pourrait être mal perçu. Alors, est-ce qu'il existe d'autres alternatives pour réduire le revenu de ces agriculteurs-là sans baisser, autre alternative pour atteindre nos objectifs sans réduire le revenu de ces agriculteurs-là? Et là, je le dirais, l'agriculture biologique, monsieur. L'agriculture biologique est un mode de production qui n'utilise ni des pesticides, ni des fertilisants et respecte les normes environnementaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on constate? Depuis 2023, 46% des agriculteurs perdent leur certification au bout de 3 ans. Donc, les décideurs publics doivent mettre en place des mesures pour accompagner ces agriculteurs-là durant leurs premières années de transition. Et là, tous ensemble, on va dire qu'une agriculture durable, que ce soit économiste, décideurs publics ou agriculteurs, une agriculture durable, à la fois rentable et respectueuse de l'environnement, est possible. Merci beaucoup. Merci, Moustapha. Alors, c'est maintenant l'heure de notre dernière candidate. Elle se nomme Christina Uribe, doctorat en linguistique, et le titre de sa thèse non vulgarisée, représentation phonétique du phonème Y du français chez des apprenants hispanophones, l'effet du principe alphabétique et de la rétroaction visuelle en temps réel de la position de la langue. Alors, 3, 2, 1. Parler français au Québec, c'est une clé essentielle pour l'intégration professionnelle et culturelle des nouveaux arrivants. C'est pourquoi, dans mon projet de recherche, je m'intéresse aux hispanophones pour qui la prononciation du français est un vrai défi. Lorsque nous apprenons une nouvelle langue, notre perception et notre production de sons sont influencées par notre langue maternelle. Par exemple, la voyelle U du français, comme dans le mot « tu », n'existait pas en espagnol. Les hispanophones l'associent donc à la voyelle OU. Ils disent « tu » au lieu de dire « tu ». Mais cette production de la voyelle OU à la place de la voyelle U peut parfois rendre difficile la communication. Parce qu'il y a beaucoup de mots en français qui se différencient seulement par une voyelle comme « nous » et « nu ». Alors, le sens du mot évoqué dans notre tête dépend de la voyelle prononcée. Et rappelons-nous que lorsque nous parlons, nous n'avons pas de sous-titres, nous avons seulement nos oreilles.
nous savons aujourd'hui que chaque son a ses propres caractéristiques articulatoires. Alors, pour distinguer les voyelles I, U et OU, nous devons coordonner la position de notre langue, l'ouverture de notre mâchoire et la forme de nos lèvres. La seule différence entre la voyelle U et la voyelle OU, c'est la position de la langue. La langue, elle est en position antérieure lorsqu'on produit la voyelle U, elle est en position postérieure lorsqu'on produit la voyelle OU. Mais même si l'hispanophone comprend qu'il ne prononce pas correctement la voyelle U, il lui manque une information essentielle pour savoir comment corriger sa prononciation. Il peut voir la forme des lèvres pour faire la différence entre I et U. Il peut aussi voir l'ouverture de la mâchoire pour faire la différence entre I et E, mais il ne peut pas voir la position de la langue pour produire la différence entre U et OU. C'est là qu'intervient mon projet de recherche. J'explore l'utilisation d'une technique très bien connue, l'échographie. Oui, la même qu'on utilise pour voir le bébé dans le ventre de sa mère, mais cette fois-ci, nous allons placer la sonde sous le menton des participants hispanophones pour enregistrer en temps réel les mouvements de leur langue pendant qu'ils parlent. À l'aide de ces techniques, nous voulons vérifier si le fait de rendre visible cette partie cachée du corps peut les aider à mieux prononcer U et ainsi améliorer leur communication en français. Merci. Merci Christina. Alors, c'est ce qui met fin à cette super édition 2025. Vraiment, on a eu vraiment de très, très belles présentations. J'aimerais passer à être à la place des membres du jury. D'ailleurs, jury qui va à présent prendre une trentaine de minutes pour délibérer. Et quant à vous, dans la salle et pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, vous avez maintenant 10 minutes pour voter sur le site ucam.ca/MT180. Dans la salle, il y a des affiches avec des codes QR. Si vous voulez scanner ça, vous allez accéder directement au formulaire. Et les gens qui nous suivent sur Facebook, ne partez pas. Pendant la délibération du jury, ils passeront des vidéos mettant de l'avant l'excellence des étudiantes et des étudiants de l'UQAM. Alors, nous vous revenons bientôt pour dévoiler le prix du jury et du public. À plus tard. Pour moi, l'UQAM, c'est une université qui est dynamique, qui est actuelle et qui est libre. Je suis diplômée du bac en communication marketing à l'UQAM. J'ai adoré ça, là. Honnêtement, je venais d'un programme de sciences santé qui me rejoignait peut-être moins, qui était beaucoup moins dans la créativité. Là, j'ai comme tombé dans le bac en communication dans une piscine de passion, là. Vu que c'était un bac qui alliait vraiment la communication et le marketing, on dirait que c'était sécurisant. J'avais la portion, oui, créativité, mais j'avais aussi la portion rationnelle. Non. La situation de l'université, je trouve qu'elle représente bien, en fait, l'énergie et l'ambiance. C'est une université qui est au centre-ville, au cœur de la ville. C'est une université qu'il y a toujours du mouvement, ça bouge, les gens sont tout le temps en train d'échanger, il y a de la collaboration. Si pour quelqu'un, c'est important d'étudier puis il veut compléter des études, puis qu'il veut le compléter dans le plaisir, l'UQAM, c'est le parfait endroit. Donc, si on a le goût d'avoir un parcours d'études qui est agréable, qui est sain aussi et qui est dans l'équilibre, je trouve que c'est vraiment une belle université de choix où on met pas trop de pression puis on laisse beaucoup de liberté aux étudiants pour choisir eux-mêmes, en fait, leur voie. Le meilleur conseil que j'ai reçu, et je l'ai pris vraiment au pied de la lettre, c'était de m'impliquer dans tout ce que je pouvais. Vraiment d'aller au-delà du parcours académique où j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai pu travailler sur des vrais mandats, sur des vraies marques. On a pu même aller dans des agences. Donc, ça l'amenait un peu un côté très pratique qui était en plus de mes cours. J'ai tout de suite eu des emplois directement après ma première année au baccalauréat. Puis après ça, ça s'est poursuivi. J'aime beaucoup l'UQAM, vu que je suis revenue pour être chargée de cours. En fait, quand j'étais au baccalauréat, je me disais, un jour, j'aimerais ça redonner, en fait. Je trouvais que d'avoir des professeurs ou des chargés de cours qui étaient aussi sur le marché du travail, ça l'amenait beaucoup. Ça l'amenait du concret, de l'actualité dans les enseignements. Bien sûr, il y a le centre sportif que moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'y allais vraiment presque tous les jours. J'ai étudié beaucoup d'heures sur un vélo stationnaire. On dirait que ça faisait que la matière rentrait mieux. Donc, c'est vraiment très, très inspirant, ressourçant et très dynamique. Moi, je dirais vraiment de se lancer. Ça a été une super décision. Moi, ça a été un tremplin dans ma carrière. Si quelqu'un est passionné vraiment par le domaine des communications marketing, de la publicité, c'est le programme qu'il faut faire.
Je suis Youssef Bouanani, étudiant au programme Sciences politiques, concentration relations internationales et politique mondiale, finissant cette année. Alors, ce qui m'a amené à l'UQAM, c'est surtout le bouche à oreille. On m'a beaucoup parlé de la qualité de l'enseignement. C'est quelque chose que j'ai retrouvé très vite à l'UQAM. Les profs étaient vraiment des experts dans leur domaine, qui avaient la passion d'enseigner, donc qui rendaient l'apprentissage vraiment facile et intéressant. Il faut savoir qu'avant de venir ici, j'ai étudié en Belgique et en fait, c'est complètement différent au niveau de l'enseignement. Je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus dynamique. Grâce à nos professeurs, on a eu accès à d'innombrables opportunités. Personnellement, l'opportunité que j'ai saisie, c'était celle de la simulation de l'OACI, donc l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui se déroule ici à Montréal. On représente un pays, il y a des comités au sein de l'OACI, donc on participe à ces comités et le but, c'est de ramener des prix. On a eu une formation de 5 mois ici à l'UQAM, donnée par un professeur du département de sciences politiques et de droit. Et au final, on a remporté plus de 6 prix, ce qui confirme quelque part la pertinence de la formation qu'on a reçue et sa qualité. Ça a été pour nous une expérience qui nous a permis de mettre les pieds dans le monde de la diplomatie, dans le monde des relations entre les pays, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. À la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAM, on a la chance d'avoir le centre de développement professionnel. C'est un centre qui s'occupe vraiment de l'après-études et qui nous offre des opportunités aussi bien au niveau des stages et des emplois. Étant étudiant étranger, se bâtir un réseau de contacts au Canada peut paraître au début un peu compliqué. Alors, le stage que j'ai eu m'a permis justement de commencer à bâtir un réseau de contacts, de faire du réseautage qui me permettront à l'avenir d'intégrer beaucoup plus facilement le monde professionnel. L'avantage aussi de l'UQAM, c'est qu'il y a plein de ressources accessibles très facilement aux étudiants. Personnellement, c'était la salle de gym où je passais beaucoup de temps. Ça me permettait de décompresser, de me détendre après une journée de cours. Aujourd'hui, je me sens vraiment outillé pour continuer mes études, pour aller vers une maîtrise en sciences politiques. Et ça, c'est grâce à ce que j'ai appris à l'UQAM, grâce à l'expérience que j'ai eue à l'UQAM. À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur, on le crée. En quête d'un futur sans cancer, nos équipes développent un médicament prometteur contre les tumeurs avancées. Pour vaincre la détresse psychologique, nos recherches sur l'activité physique aident à déjouer l'anxiété. Et en prévention du suicide, nous sommes à l'avant-garde des pratiques pour sauver des vies. Quand on veut bâtir une société en santé, c'est à l'UQAM que tout devient possible. UQAM, au centre de tout. Ceci est l'une des choses les plus importantes sur la planète. Tous les jours, le riz est consommé par plus de la moitié de la planète. Et pour plusieurs, il représente la seule forme de glucides disponible. Avec les extrêmes climatiques qu'on vit actuellement, on prévoit que d'ici 2050, le prix du riz va augmenter jusqu'à 37 % et la productivité globale du riz va diminuer jusqu'à 15 %, ce qui est énorme. Ces changements sont rapides, donc on doit aider les plantes à être plus résilientes face aux extrêmes climatiques. Mon nom est Zoé Jolie Lopez, je suis chercheuse en génomique des plantes et professeure au département de chimie à l'UQAM. En étudiant la génomique des plantes avec mon groupe de recherche et des collaborateurs au Canada et à l'international, on arrive à mieux comprendre la régulation des gènes, ce qui est un aspect essentiel dans la vie d'un génome. La régulation, ça détermine si un gène doit être allumé ou éteint et ce, au bon moment. Ça permet également à un organisme de s'adapter à son environnement. Jusqu'à ce jour, la plupart des recherches en génomique sont orientées sur l'ADN codant, une partie qui représente 1,5 % seulement du génome. Mon travail à moi, c'est de trouver des réponses dans le 98,5 % de l'ADN qui est non codant. Donc, en utilisant une approche de biologie intégrative qui allie la génomique fonctionnelle, la bioinformatique et l'évolution, on arrive à identifier des milliers de petites séquences régulatrices qu'on peut qualifier d'interrupteurs. En faisant pousser des variétés de riz en situation de stress, comme la sécheresse ou les hautes températures, on peut identifier les interrupteurs qui ont des rôles clés dans la réponse au stress. En termes d'application, ce que ça signifie, c'est qu'on va pouvoir accroître nos options quant à la viabilité du riz et d'autres cultures de plantes, qui sont tous plus qu'essentiels à la survie de l'humain.
Le programme de médias interactifs est pour les gens qui veulent faire de l'art, mais aussi qui sont intéressés par la technologie, ou même le contraire, qui veulent faire de la technologie, mais qui sont intéressés par l'art. Je me suis inscrit en médias interactifs parce que j'avais touché à l'art, à la musique, tout au long de mon secondaire, puis un peu au cégep avant. Puis j'avais fait de l'informatique au cégep pendant 3 ans. Puis ça me tentait vraiment d'avoir un environnement pour travailler, pour créer, puis expérimenter. En musique, ben, je joue de la trompette. Jouer de la musique, pour moi, c'est surtout en groupe. Fait que c'est vraiment comme une activité sociale. C'est surtout ça pour moi, jouer de la musique. Moi, personnellement, j'aime ça travailler en équipe. Oui, il y a des projets individuels pour les cours, mais il y a aussi des projets d'équipe, surtout, comme le projet final qui dure une année au complet, 2 sessions. Il y a différentes façons de faire des installations ou des projets en médias interactifs. Souvent, c'est vraiment une captation de mouvement ou d'action d'un interacteur. En médias interactifs, on apprend plein de choses, puis c'est vraiment versatile, les rôles dans lesquels on peut être. Certaines personnes peuvent être artistes en sortant du programme ou travailler dans des boîtes qui regroupent des artistes et des techniciens. Mon rôle préféré, ce serait de travailler avec un artiste, puis de faire toute la partie visuelle d'un spectacle sur scène, parce que les arts de la scène, ça m'intéresse. Souvent, dans le début des sessions, on apprend de la théorie pour le fonctionnement de certains logiciels ou certaines technologies. Puis, après quelques semaines, on commence déjà à expérimenter puis à créer des prototypes pour un projet final ou un projet de mi-session. C'est là qu'on va vraiment prendre de l'expérience avec parce qu'il faut faire des gros systèmes souvent pour une installation dans un parc. C'est ça qu'on a fait les 2 dernières années. Le fait d'avoir un projet autant visité puis public, c'est sûr que ça fait une bonne partie d'un portfolio. Ça rend fier. En 2023, on a besoin des sciences humaines parce qu'on a besoin des gens pour aider la population. On a besoin des psychologues, des travailleurs sociaux et surtout des sexologues. Les bouleversements environnementaux, les bouleversements humains qu'on peut vivre, les guerres, les sciences humaines permettent de mieux nous comprendre, mieux nous accepter. Ce qu'on fait a des applications pratiques et sont faits en collaboration avec les utilisateurs de ces connaissances. Pour moi, la plus grande contribution de la faculté des sciences humaines, c'est la formation à l'art de problématiser, c'est-à-dire l'art de poser des questions et surtout de poser les bonnes questions. C'est ce qui donne sens et paradoxalement, c'est ce qui permet l'action aussi. Ce qui caractérise la recherche, c'est l'ouverture puis la liberté qu'on a, en fait, de mener les recherches qu'on veut, dans le sens qu'on veut, avec toute la latitude possible. Donc, une grande liberté académique. C'est réellement de nous permettre de prendre un pas de recul par rapport à l'immédiateté des événements, des enjeux auxquels on est confronté. Pour moi, travailler à la Faculté des sciences humaines de l'UQAM, c'est une façon qui est ancrée dans mes valeurs de contribuer à la société québécoise par l'éducation. Les diplômés de la Faculté de l'UQAM est de bâtir une société qui est plus consciente des préoccupations les plus intimes de l'esprit humain. De voir ces étudiants-là qui reçoivent une formation qui est tellement de qualité, puis ensuite de donner aux suivants, puis de faire bénéficier la communauté tant par leur clinique que par leur recherche. On construit de la connaissance, encore une fois, pour changer la société. S'il fallait pas la changer, on n'aurait pas tant de recherche à faire. Ce qui me fait vraiment triper la recherche, c'est de voir qu'on puisse tester des éléments en laboratoire, puis après ça, de les mettre sur le terrain, puis que ça soit vraiment concret, puis qu'il y ait vraiment des bénéfices. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences de l'activité physique au profil ergonomie. J'aime vraiment beaucoup le sport, donc dès le début de mon secondaire, je savais que je voulais aller en activité physique. J'avais pensé être professeure d'éduc. Par contre, vraiment, avec la conseillère d'orientation, on a vraiment pu voir que j'avais un intérêt peut-être plus diversifié qui est vraiment offert avec la kinésiologie, autant qu'on peut aller en enseignement, on peut aller dans les salles de sport, comme on peut travailler en loisirs. Donc, il y avait vraiment une multitude de choses qui étaient offertes dans ce programme-là. C'est sûr qu'au début, quand je suis rentrée en kinésiologie, j'avais un background qui était différent des personnes qui avaient fait sciences nature, par exemple. J'ai vraiment été attachée vers la science dès ma 2e année. J'aime le fait qu'en ce moment, je suis encore aux études, mais que les projets de recherche que je fais
puissent être déjà utilisés sur le terrain. Par exemple, le projet que j'ai fait lorsque j'étais à la maîtrise, on a testé des membranes, des couches individuelles de protection des pompiers, donc vraiment leurs vêtements qu'ils utilisent pour leur travail. Puis on a regardé est-ce que 2 membranes différentes peuvent avoir des effets différents au niveau des réponses thermorégulatrices. Donc, je donne un exemple par fréquence cardiaque qui augmente à l'effort quand ils vont combattre le feu. Mais est-ce que cette fréquence cardiaque-là, elle augmente plus dans un des 2 vêtements, oui ou non? Puis après ça, on peut faire des suggestions pour dire, bien, vous devriez utiliser cette membrane-là quand vous allez au feu. Les résultats de notre projet de recherche peuvent nous permettre d'avoir des résultats qui vont pouvoir diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires chez les pompiers, puis justement d'améliorer leur qualité de vie au travail. Ce qui est bien en kin à l'UQAM, dès la première année, il y a des stages, il y a des cours d'intervention pour vraiment mettre en application tout ce qui est vu dans les classes. Et à chaque année, il y a des nouveaux stages qui arrivent dans des milieux choisis. Donc, c'est vraiment intéressant pour les étudiants puisque c'est un peu eux qui choisissent leur formation, puis dans quelle branche ils vont se diriger. Au niveau de la vie étudiante, c'est certain que c'est plus dynamique. Donc, les associations sont vraiment présentes. Il y a beaucoup aussi de 5 à 7 qui vont être organisés. Il y a aussi des sorties qui sont organisées avec les programmes. Donc, il y a une possibilité de se faire des amis rapidement dès le début du bac. Si vous êtes intéressé par l'activité physique et vous aimeriez avoir un impact sur la population, la kinésiologie à l'UQAM, c'est un bon endroit pour se réaliser. Je suis tombée en amour avec Montréal après avoir fait un voyage ici. C'est vraiment une ville vivante, mais qui reste humaine. En France, j'étais en design graphique à Paris. J'avais envie de continuer un peu plus dirigée vers la scénographie. Je suis tombée sur la formation en DESS en design d'événements et je me suis dit c'est le programme parfait pour continuer. Pour moi, ce programme, c'est un programme pluridisciplinaire qui permet de proposer des projets expérientiels et collaborer pour aller encore plus loin. C'est vraiment plus tourné autour de l'installation, de l'humain. Moi, c'est ça qui me plaît, je pense, au DESS. C'est ça tourne autour du public, donc ça apporte une autre perspective du design. Moi, j'aime vraiment ça, l'ambiance à l'UQAM. Il y a vraiment un climat où j'ai l'impression qu'on a la place d'expérimenter et de proposer des projets. Ça permet vraiment aussi de travailler en équipe. En fait, j'ai pu appliquer, par exemple, tout ce que je savais en design graphique pour les projets qu'on avait à faire. Puis ma collègue, elle était beaucoup plus à l'aise sur AutoCAD ou sur les volumes, etc. Donc, c'était pas mal de collaborer et de croiser les compétences de chacune pour avoir un projet après qui était complet. On peut apprendre plusieurs techniques. Même si on n'est pas expert de quelque chose, on peut expérimenter. Et on est vraiment encouragé à ça, de pouvoir faire des projets qui nous plaisent. Moi, j'ai par exemple fait mon stage sur l'avenue Mont-Royal, où on a fait une installation de jardin nourricier dans la ville. Ça fait vraiment plaisir de se promener dans Montréal, puis de tomber sur son projet. C'est un programme, je pense, qui peut correspondre à beaucoup de gens qui ont envie un peu à la fois de se spécialiser et de s'ouvrir en fait à d'autres disciplines. C'est vraiment une chose que je vous encourage à faire si vous hésitez. Pour moi, la maîtrise en éducation à l'UQAM, ça a vraiment été de la collaboration et des échanges d'idées. Ça n'a jamais vraiment été mon but explicitement d'aller en éducation. Moi, j'ai commencé vraiment en me disant je veux créer des jeux vidéo. Donc, j'ai fait ça professionnellement pendant quelques années et éventuellement, je me suis rendu compte que je voulais faire des jeux vidéo qui avaient un impact dans la société mesurable, positif. Et une des bonnes façons de faire ça, c'est d'éduquer par le jeu. J'ai fait des recherches sur le web pour essayer de trouver des experts au Québec dans le domaine de la technologie et l'éducation. Donc, j'ai fini par tomber sur Martin Riopel et Patrice Podelin comme étant des experts vraiment en apprentissage par la technologie. C'est ce qui m'a fait venir à l'UQAM, en fait, pour essayer de voir comment on peut appliquer ces théories-là aux jeux vidéo.
Ce que j'aime beaucoup d'être un étudiant, je pense en général, mais ça a été aussi le cas à l'UQAM, c'est de se poser des grandes questions existentielles dans la vie de tous les jours. Dans le fond, dans le cas de ma maîtrise en éducation à l'UQAM, la question qu'on se pose, c'est un peu comment changer le monde, comment avoir un impact réel sur la société en passant par l'éducation. Ce qui a vraiment fait avancer ces discussions-là, pour moi, ça a été des discussions avec des enseignants ou avec d'autres élèves. Des fois, c'est juste comme sur l'heure du lunch qu'on va avoir une discussion tout à fait imprévue sur l'impact d'une technologie sur la société. Et là, ça me fait cheminer personnellement et tout d'un coup, je comprends comment je pourrais améliorer le propre jeu vidéo sur lequel je travaille. Quand on est sur le marché du travail, dans mon cas, j'avais des bonnes conditions salariales aussi, ça peut faire peur de se dire qu'on va retourner aux études, sachant qu'on va probablement pas avoir notre salaire régulier. Mais il y a plusieurs bourses et études qui existent et les chances de les obtenir sont assez bonnes. Donc moi, ça diminue mon stress de savoir que je pourrais obtenir ces bourses-là dans le futur. Il y a un domaine en éducation qui est particulièrement étudié, le domaine de la physique newtonienne, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est très difficile de changer les intuitions des jeunes dans ce domaine-là. Donc, mon projet de maîtrise a été de créer un jeu vidéo qui a finalement eu un impact très fort sur les intuitions des jeunes dans ce domaine. Et donc, comme c'est un sujet qui est très étudié, on peut dire de façon très confiante que si on a augmenté les résultats du test en jouant au jeu vidéo, bien, le jeu vidéo lui-même a changé la façon dont les jeunes comprennent la physique. Et donc, ça a été ça le résultat de la maîtrise, ça a été de constater que certains jeux vidéo ont un potentiel très fort pour l'apprentissage. La question maintenant, c'était comment est-ce que je peux continuer à créer ce type d'expérience-là. Donc, j'ai cofondé une compagnie qui s'appelle ULAB, avec d'ailleurs un autre étudiant de l'UQAM que j'ai rencontré à la maîtrise. Notre premier défi a été de créer un jeu vidéo portant sur l'apprentissage des fractions, donc le jeu Slice Fractions. La maîtrise a vraiment été pour moi un tremplin qui m'a permis de réaliser mon projet, mais aussi de bâtir la compagnie qui engage maintenant une dizaine de personnes et qui a un impact dans le monde là, après 10 ans de travail. Là. Donc, ça a été très positif pour moi. Le programme en géographie, pour moi, c'est un programme qui est ancré dans la vie réelle et qui est multidisciplinaire. J'ai fait un baccalauréat à McGill en géographie et en études de développement international. Je ne pensais pas que j'avais les outils nécessaires pour entrer sur le marché du travail et donc j'ai décidé de faire une maîtrise. Et les maîtrises qui s'offraient à moi, celle qui m'intéressait le plus, c'est celle que j'avais vue à l'UQAM. Je suis aussi étudiante étrangère et je voulais rester à Montréal pour faire mes études. Dans notre programme en particulier, c'est vraiment une bonne ambiance. On sent qu'on est capable de travailler en groupe, qu'on est capable de partager nos connaissances. Mais c'est aussi le fun d'avoir des professeurs qui sont présents, qui sont passionnés et qui sont vraiment accessibles. L'endroit que j'aime le plus à l'UQAM, c'est le 4e étage du Aquin et notamment le Géolab, où se retrouvent majoritairement les étudiants de baccalauréat et de maîtrise pour travailler sur leurs projets. On est capable de s'entraider, puis de se retrouver et de créer des liens entre nous. C'est un programme qui est très multidisciplinaire. On est capable de participer à tout plein de projets qui ont un vrai impact. On est contacté par des ministères, puis d'autres secteurs publics pour pouvoir participer à des projets. Puis ça nous sert vraiment à créer un réseau. On se fait un nom, on est publié, on participe à des conférences, fait que ça, c'est vraiment le fun. L'UQAM et les cours à l'UQAM, je trouve ça très flexible. J'avais un emploi à temps partiel en tant que géomaticienne dans une entreprise en télétravail chez moi. Ça m'a vraiment aidé à acquérir des nouvelles connaissances donc dans cet emploi-là et en plus prendre des cours pour en apprendre plus sur mon secteur et comment je pouvais adapter ces connaissances-là à mon travail. Maintenant, je me sens prête à rentrer sur le marché du travail parce que j'ai pu participer à des projets qui sont d'actualité et qui ont un impact sur la vie et la communauté montréalaise. C'est notamment grâce à ce que j'ai appris pendant ma maîtrise et aussi aux projets que j'ai pu mener à bien professionnellement hors de l'UQAM et à l'intérieur de l'UQAM. L'avantage de vivre à Montréal, c'est que c'est une ville qui est spécialisée techniquement, puis qui est très chaleureuse. Je pense pas que j'aurais eu les mêmes opportunités si j'étais restée en France comme j'étais censée le faire. Ouais. Un conseil que je pourrais donner à un futur étudiant, c'est de foncer dans sa passion et de ne pas remettre en doute ses capacités. Les drogues ne sont ni mauvaises ni bénéfiques, mais certaines finissent par prendre le contrôle de votre cerveau et donc de votre vie.
Un des moyens de remédier à ce problème est donc évidemment de comprendre leur mécanisme d'action. Lorsqu'on regarde l'effet des amphétamines ou de la cocaïne sur le noyau commun, la région du cerveau qui nous aide à déterminer ce que l'on aime de ce que l'on n'aime pas, nous remarquons que ces drogues changent le comportement de ces neurones de telle manière que l'individu en veuille toujours et toujours plus. Sur la planète, des milliers de personnes souffrent de dépendance. Et cela a non seulement un impact très grand sur la société en général, mais elles détruisent aussi de nombreuses relations sociales entre parents, proches et amis. Mon nom est Saïd Kourish, je suis chercheur en neuropsychiatrie et professeur au département des sciences biologiques de la faculté des sciences, à l'UQAM. Je suis fils d'immigrants et j'ai grandi dans un quartier dur et pauvre de Strasbourg en France, là où la drogue était accessible à chaque coin de rue et où elle détruisait la vie des jeunes, et bien sûr sans oublier leur famille. Est-ce que j'ai vécu des situations marquantes? Bien sûr. Il n'y a rien de plus marquant justement lorsqu'on rencontre un ami, un proche ou n'importe qui d'autre qui nous accroche par exemple dans une cage d'escalier et qui nous demande de l'aider à lui administrer sa dose d'héroïne tellement il souffre. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais bien qu'il n'y ait toujours pas de traitement contre l'addiction aux drogues de nos jours, nos recherches justement qui sont à la frontière entre la santé mentale et la neurobiologie nous permettent de comprendre comment les dégâts dans le cerveau mènent justement à la toxicomanie. Ce qui, je l'espère, mènera un jour à fournir une cure. Lorsque j'étais en postdoctorat à Montréal, ma professeure Jane Stewart, une pionnière sur les recherches dans l'addiction, me disait toujours « Lorsque tu cherches quelque chose de précis, garde l'œil ouvert ». Ça signifie qu'il ne faut pas vraiment s'imaginer que l'on va trouver les réponses là où on les cherche, mais plutôt que ce qui importe, c'est le sens de l'observation. Et c'est là la base même de la recherche en sciences. À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur, on le crée. Afin de diversifier la forêt urbaine, nos chercheurs ont produit une carte interactive pour mieux aménager le territoire. Pour diminuer notre empreinte écologique, nos étudiants conçoivent de nouveaux emballages créatifs et éco-responsables. Et pour s'adapter au changement climatique, nos équipes élaborent le premier simulateur de climat à très haute précision au Canada. Quand on veut protéger la planète, c'est à l'UQAM que tout devient possible. UQAM, au centre de tout. Si j'ai un conseil à donner aux personnes enseignantes, c'est pas de se demander si leur école leur permet de faire de l'éducation en plein air, mais plus de se demander qu'est-ce qui, autour de mon école, me permet de faire des apprentissages au sujet des phénomènes naturels, des sciences et de plein d'autres disciplines aussi. Il y a toujours des ressources autour de l'école qui vont permettre de faire des situations d'apprentissage qui sont super signifiantes pour les élèves. Alors, le site des Sciences dehors, c'est une plateforme développée par et pour les personnes enseignantes où on peut retrouver des situations d'apprentissage au préscolaire, au primaire et au secondaire. Donc, on nourrit la plateforme par des personnes qui vont faire des activités, qui vont les essayer, qui vont peut-être nous donner des rétroactions, nous envoyer des photos. Donc, ça veut vraiment quelque chose d'accessible, gratuit, mais vraiment pour aider les milieux de pratique. Depuis plusieurs années, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes enseignantes qui font des situations d'apprentissage en plein air, mais un des éléments qui les aide vraiment, c'est quand ils vont trouver des situations d'apprentissage qui vont être déjà faites justement pour s'aider lors des premières fois. Donc, au niveau de la réception, bien, je sais que ça va aider beaucoup des personnes à imaginer des premières activités en sciences à faire. Par la suite, on peut penser à d'autres puis en développer d'autres, mais je pense que c'est un bon premier pas d'aller vers le site des Sciences dehors. C'est vraiment, en quelque sorte, un legs de la pandémie parce qu'on a eu 2-3 mois au début du confinement où on s'est rassemblé des personnes qui se connaissaient pas vraiment en ligne et on avait tous beaucoup de temps. Donc, on s'est réunis autour d'un but commun et on a développé le site vraiment en très peu de temps. Mais si on n'avait pas eu ce temps-là, ces 2-3 mois-là de confinement, tout le monde ensemble, en ligne, bien, je pense que le site n'aurait jamais vu le jour encore. Ce qui est assez chouette, c'est que le projet est parti vraiment de rien, puis on a fait ça de manière super spontanée. Et aujourd'hui, le site est rendu référencé sur le site du ministère comme une référence d'éducation en plein air. Donc, c'est très gratifiant pour toute l'équipe. J'ai découvert le projet de Jean-Philippe parce que ça m'intéressait beaucoup de sortir à l'extérieur, de faire un peu différent avec mes élèves. Je me suis mis à regarder ce qui existait sur les réseaux sociaux, sur Internet, et j'ai trouvé le site Enseigner dehors, qui est une mine d'or d'activités. Et là, ça m'a permis de pouvoir me lancer. Donc, ils sont toujours très curieux, toujours en exploration pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, et ça vient vraiment d'eux.
Donc ça, c'est vraiment très plaisant. On fait plein de choses. Dehors, on fait des expériences. C'est vraiment plus fun que d'être enfermé à l'intérieur. Ouais, puis on a tout le temps 5 minutes d'exploration. En classe extérieure, on ne fait pas juste s'amuser, tu sais, on apprend aussi. On apprend à respecter la nature et cohabiter avec elle. Ouais! Au Canada, il y a actuellement 260 000 personnes qui doivent se déplacer en fauteuil roulant manuel. Nos épaules ne sont pas conçues pour pousser un fauteuil roulant. C'est une tâche qui est difficile, qui est répétitive et qui cause des blessures aux épaules chez la moitié des usagers de fauteuil roulant. On développe en ce moment un appareil de simulation ultra perfectionné qui, un jour, pourrait permettre à chaque patient d'avoir un entraînement personnalisé, sécuritaire et à la fine pointe. Je m'appelle Félix Chénier, je suis professeur de biomécanique au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM et je suis chercheur en technologie de la réadaptation. La biomécanique du mouvement humain, c'est l'étude du mouvement du corps et des forces qui causent ces mouvements. Dans mon laboratoire, je travaille sur le développement d'appareils qui permettent de mesurer en détail les mouvements et les forces appliquées sur le fauteuil. Ces données nous aident à mieux comprendre l'impact, par exemple, du positionnement ou de la technique de propulsion, pour ainsi outiller les spécialistes de la santé. De cette manière, on évite les risques de blessures qui pourraient avoir beaucoup de conséquences sur la vie des utilisateurs et celle de leurs proches. En parallèle, on analyse différents sports adaptés dans une perspective biomécanique pour cibler les sports et les loisirs qui correspondent le mieux à chaque personne. Au final, mon but ici, c'est de redonner une vie normale à des gens et de favoriser un mode de vie actif parce que l'inactivité, c'est un risque réel pour leur santé. Une société qui est évoluée, une société qui avance, c'est une société qui laisse personne derrière. À l'UQAM, on ne fait pas que rêver d'un monde meilleur, on le crée. Pour que les générations futures aient accès à une éducation équitable, nos recherches visent à améliorer la qualité des services à la petite enfance. Afin de combattre la violence conjugale, nous outillons les milieux de travail pour mieux protéger les victimes. Et en matière de droits de la personne, nos interventions font avancer des causes à l'international. Quand on veut former une société plus juste, c'est à l'UQAM que tout devient possible. UQAM, au centre de tout. Alors, rebonjour tout le monde. C'est maintenant le moment de vous dévoiler les lauréates et les lauréats. Le jury a délibéré. Nous allons procéder à la remise des prix. Alors, cette finale universitaire du concours Ma thèse en 180 secondes existe grâce au soutien du vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, à la division des relations avec la presse, événements spéciaux et au service de l'audiovisuel et bien entendu aux membres du jury qui nous donnent aujourd'hui de leur précieux temps. Alors, nous allons procéder à la remise des prix. J'invite le président du jury, Jack Boer, à venir dévoiler qui sera la personne à qui nous remettrons une bourse de 1 500 $. Et je rappelle que cette personne représentera l'UQAM à la finale nationale et qui sait, pourrait même participer à la finale internationale cet automne. À toi, Jack. Vous avez donné des présentations vraiment de qualité exceptionnelle. On m'a dit, les autres membres du jury, par rapport aux années précédentes, c'était encore mieux. Donc, bravo à vous. On reconnaît vraiment tout le travail qui est fait. C'est 180 secondes sur scène, mais tellement plus en arrière. Et puis, je vous félicite aussi de communiquer vos recherches. On a, en tant que chercheur et créateur, des talents en sciences, mais c'est important de parler de la recherche, surtout dans le contexte actuel, où il y a souvent des menaces sur cette recherche. C'est important de la faire sortir de l'université, de l'expliquer aux autres. Donc, bravo pour ça. Et je vous invite tous à continuer dans cette voie-là, si vous le désirez. Vraiment bravo pour ça. On a eu du mal à choisir. Il y a eu 6 candidats et candidates qui se sont vraiment démarqués. Mais sans plus attendre, je vais vous dévoiler maintenant la gagnante, qui est Christina Uribe. Donc, félicitations, Christina. Félicitations.
Félicitations, Christina. Donc, vous pouvez... On voulait juste souligner, tu peux rester si tu veux dire quelques mots, mais je voulais souligner en fait que tu as très bien énoncé les problèmes, tu as bien contextualisé ta recherche et c'était vraiment, tu avais l'air impliqué dans ton sujet, c'était vraiment bien. Tu t'es démarqué des autres parce que tu as vraiment bien expliqué ta recherche. Et sur une petite note, on voulait te dire de faire attention à ta gestion du temps pour la prochaine fois et de rester quasiment, je pense, à 25 secondes. Fait que tu pourras allonger sans problème pour la finale, pour la suite. Félicitations encore. Merci, Jack. Merci, Jack. J'invite maintenant le vice-recteur Christian Agbobli à venir dévoiler le nom de la personne qui a conquis le cœur du public et qui se mérite une bourse de 500 $. Alors, merci à vous, les candidates et les candidats. Félicitations vraiment pour ce travail, comme le président du jury l'a dit. Je ne vais pas prendre trop de temps pour dévoiler la personne, mais où est donc notre candidate qui nous a eu? Christina Oribe. Félicitations encore une fois, Christina. Et félicitations à vous toutes, tous. Alors, c'est ce qui met fin à cette compétition. Je félicite encore une fois toutes les personnes candidates pour le courage que ça prend de venir présenter à l'avant. Bravo. Et je vous remercie d'avoir relevé le défi MT180. Vous êtes vraiment une super cohorte. Et je tiens à remercier chaleureusement aussi les membres du jury pour leur précieuse collaboration. Et enfin, j'invite la personne lauréate à venir à l'avant tantôt pour prendre quelques photos avec l'ensemble des membres du jury. Et merci à vous en ligne qui nous ont suivis durant cette 15e édition. On se dit à l'année prochaine!